Salut à tous. Quelque part au-dessus du golfe Persique, au cœur de la nuit, un pilote s'installa dans le cockpit de l'un des chasseurs les plus emblématiques jamais construits. Une machine qui était déjà une légende avant même sa naissance, un avion qui était apparu sur les écrans de cinéma, en couverture de magazines et dans les cauchemars des pilotes ennemis à travers le Moyen-Orient pendant près de 5 décennies. Il effectua ses vérifications, il poussa les manettes des gaz vers l'avant, et pour ce que les analystes du renseignement estiment aujourd'hui avoir presque certainement été la dernière fois de l'histoire, un F-14 Tomcat iranien s'arracha à la piste dans l'obscurité. Il n'est jamais revenu. Ce qui est arrivé à la flotte iranienne de légendaires F-14 Tomcat, des appareils que l'on disait en avance de 20 ans sur leur temps, constitue l'un des récits militaires les plus extraordinaires du XXIe siècle. C'est une histoire qui s'étend sur 5 décennies, 2 révolutions, plusieurs guerres, des embargos internationaux sur les armes, des leurres en bois, des défections secrètes et finalement, au cours des premières semaines de 2026, une série de frappes aériennes dévastatrices qui ont définitivement fait tomber le rideau sur l'un des chapitres les plus improbables de l'histoire de l'aviation. Voici toute l'histoire. Et elle ne commence ni en Iran, ni dans une zone de guerre, mais dans les palais dorés d'un shah qui voulait l'avion de chasse le plus puissant de la planète. Et qui, d'une manière presque incroyable, l'a obtenu. Pour comprendre pourquoi la destruction des F-14 iraniens compte à ce point, il faut remonter au début des années 1970. Le monde était alors très différent. Richard Nixon était à la Maison Blanche, la guerre froide battait son plein, et Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, était l'un des alliés les plus importants de l'Amérique dans tout le Moyen-Orient. L'Iran se trouvait juste sur la frontière sud de l'Union soviétique. C'était un État tampon crucial, un producteur massif de pétrole, et il y a un régime que Washington devait garder satisfait, fort et solidement ancré dans le camp occidental. Alors, lorsque le Shah est venu à Washington en disant qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux, le nec plus ultra absolu de l'aviation militaire américaine, la réponse, après quelques hésitations, a été oui. Le Shah avait assisté à une démonstration du Grumman F-14 Tomcat. Il avait vu cette machine extraordinaire exécuter des manœuvres qui semblaient défier les lois de la physique. On lui avait présenté son radar révolutionnaire AN, AW9, un système de conduite de tir si avancé qu'il pouvait suivre simultanément 24 cibles et en engager 6 en même temps à des distances dont les autres chasseurs de l'époque ne pouvaient même pas rêver. Il avait entendu parler du missile AIM, 5-4 Phoenix, une arme d'une portée si longue et d'une sophistication telle qu'elle est restée classifiée pendant des années. Et le Shah voulait tout cela. En janvier 1974, l'Iran passa une commande initiale de 30 F-14 et de 424 missiles Phoenix. Quelques mois plus tard, cette commande fut considérablement élargie à 80 Tomcat, 714 missiles Phoenix, 10 ans de pièces de rechange, une infrastructure de soutien complète et une formation américaine pour les pilotes iraniens. La valeur totale du contrat était vertigineuse. En monnaie d'aujourd'hui, on parle de milliards de dollars. Le programme reçut un nom, Project Persian King. Et le premier F-14 arriva en Iran en janvier 1966. Pendant une brève parenthèse, quelques années extraordinaires à peine, l'Iran exploita l'avion de chasse le plus avancé de la planète. Des pilotes iraniens s'entraînaient aux côtés des aviateurs de l'US Navy. Ils apprenaient les systèmes complexes du Tomcat, ces ailes à géométrie variable qui s'ajustaient automatiquement selon la vitesse et l'altitude, ces puissants moteurs Pratt, Whitney TF-30 et ces systèmes de liaison de données. Au moment où 79 des 80 appareils promis avaient été livrés, les Américains retinrent le 80. La force aérienne impériale iranienne disposait de quelque chose de réellement remarquable. Une flotte d'appareils qui surpassait presque tout ce que l'Union soviétique ou n'importe quel rival régional pouvait envoyer dans les airs. Puis, en 1979, tout s'effondra.
La révolution iranienne fut l'un des bouleversements géopolitiques les plus sismiques du XXe siècle. Le Shah fut renversé, l'ayatollah Rouhollah Khomeini revint d'exil, les foules scandaient « Mort à l'Amérique » dans les rues de Téhéran. Les techniciens américains chargés de la maintenance des F-14 plièrent bagages et partirent, le flux de pièces détachées fut interrompu, les missiles Phénix furent frappés d'embargo, le programme de formation s'arrêta, et soudain, l'Iran se retrouva en possession de l'avion de chasse le plus avancé du monde, sans personne de qualifié pour le réparer, et sans aucun moyen d'obtenir les pièces dont il avait besoin. À l'époque, les analyses de l'aviation supposaient que les F-14 allaient simplement pourrir sur place. Sans soutien américain, sans pièces de rechange, sans les connaissances spécialisées nécessaires à l'entretien de ces machines extraordinairement complexes, combien de temps pouvaient-ils encore rester en vol ? Le consensus disait « pas longtemps, quelques mois, 1 an ou 2 au maximum ». Le consensus se trompait. Ce qui suivit révéla quelque chose de remarquable chez les ingénieurs et les pilotes iraniens. Une détermination, une créativité et une obstination pure que personne à Washington n'avait pleinement anticipé. Lorsque l'Irak lança son invasion à grande échelle de l'Iran en septembre 1980, déclenchant l'une des guerres les plus brutales de la fin du XXe siècle, les Iraniens prirent une décision. Les F-14 étaient trop importants pour être abandonnés. Ils les maintiendraient en vol par tous les moyens nécessaires. Et par tous les moyens nécessaires n'est pas une exagération. Les ingénieurs iraniens cannibalisèrent des cellules. Ils prélevèrent des pièces sur des avions qui ne pouvaient plus être sauvés pour en maintenir d'autres en état de vol. Ils rétroconçurent les composants qu'ils ne pouvaient pas se procurer. Ils improvisèrent des solutions que des ingénieurs américains auraient jugées impossibles. Les rapports de renseignement de l'époque décrivent une opération de maintenance fondée sur l'ingéniosité, le désespoir et la fierté nationale. Certains récits suggèrent même que les Iraniens parvinrent à obtenir des pièces détachées via des intermédiaires tiers, un circuit de marché gris que le gouvernement américain essayait très sérieusement, et pas toujours avec succès, de faire disparaître. Au moment où la guerre Iran-Irak battait son plein, une douzaine de F-14 environ étaient opérationnels et entre les mains de pilotes iraniens entraînés. Même une douzaine de Tomcat changeait tout dans la guerre aérienne au-dessus de l'Irak. Le radar AW9 du F-14 était la clé. Sa capacité à détecter et suivre plusieurs cibles à très longue distance donnait aux Iraniens quelque chose que l'armée de l'air irakienne ne pouvait tout simplement pas égaler. Un avantage informationnel, les F-14 iraniens ne se contentaient pas d'engager les appareils ennemis. Ils servaient de plateforme d'alerte avancée aéroportée, utilisant leurs puissants radars pour guider d'autres chasseurs iraniens vers des avions irakiens que les Irakiens ne savaient même pas avoir été détectés. La seule présence du Tomcat dans le ciel suffisait souvent à modifier le comportement irakien. Les pilotes irakiens savaient que si un F-14 se trouvait quelque part là-haut, il pouvait déjà être accroché par un AW9 sans le moindre avertissement. Cette incertitude était en elle-même une arme. Les revendications de victoire de cette période sont extraordinaires et contestées. Des sources iraniennes, s'appuyant sur des archives détaillées compilées par l'analyste aéronautique Tom Cooper à partir d'entretiens de première main avec des pilotes iraniens, affirmaient que les F-14 iraniens avaient remporté jusqu'à 159 victoires pendant la guerre Iran-Irak. 55 d'entre elles sont considérées comme confirmées par la plupart des analystes. Même ce chiffre plus bas reste remarquable pour une flotte opérant sous embargo, sans soutien industriel, désespérément à court de pièces détachées, avec des pilotes passés par les purges et les bouleversements d'une révolution qui avait exécuté ou emprisonné nombre des meilleurs officiers de l'armée de l'air. Les services de renseignement occidentaux qui suivaient le conflit de l'extérieur estimaient que l'Iran avait perdu entre 12 et 16 F-14 pendant la guerre. Certains avaient été abattus par des MiG de-3 et des Mirage Fun irakiens. D'autres avaient été touchés par les propres missiles solaires Hawk iraniens dans de tragiques cas de tir fratricides. Plusieurs s'étaient simplement écrasés à cause de défaillances mécaniques, conséquence inévitable de la tentative d'entretien d'une machinerie extraordinairement complexe dans des conditions impossibles. Et puis il y eut 2 incidents qui continuent d'alimenter la controverse parmi les historiens de l'aviation.
En août 1986, 2 F-14 iraniens firent défection vers l'Irak. Dans au moins un cas, une cellule et potentiellement certains de ces systèmes finirent entre des mains soviétiques. Un scénario cauchemar pour les Américains qui avaient conçu cette technologie, ils n'avaient jamais voulu la voir quitter le pays. Lorsque la guerre Iran-Irak prit finalement fin en 1988, la flotte iranienne de F-14 était meurtrie, bien plus réduite qu'au départ, et avait un besoin désespéré d'une maintenance qu'elle ne pouvait pas recevoir correctement. Mais elle était toujours là, toujours en vol, toujours le chasseur le plus capable de l'inventaire iranien et de loin. Les décennies qui suivirent furent un long et lent déclin, ponctué de quelques sursauts d'activité. Dans les années 1990 puis les années 2000, l'Iran maintint ses Tomcat en vie. La situation de la maintenance ne s'améliora jamais. Au contraire, elle se compliqua à mesure que les embargos se durcissaient et que les appareils vieillissaient. Les missiles AIM, 5-4 Phoenix, toujours l'arme la plus redoutable du F-14, devinrent peu à peu inutilisables à mesure que leur électronique vieillissait et que les pièces de remplacement devenaient impossibles à obtenir. Des informations crédibles ont indiqué que l'Iran avait tenté d'acquérir des composants de missiles Phoenix via des sociétés écrans dans plusieurs pays, avec un succès mitigé. En 2006, l'US Navy retira ces derniers F-14 du service. Cette décision fut motivée en partie par le coût, en partie par les capacités du F, ADIC-8 Super Hornet, et en partie aussi, et c'est un point sur lequel l'armée américaine s'est montrée relativement franche, par la volonté de s'assurer qu'aucune pièce détachée issue des F-14 américains ne puisse jamais parvenir à l'Iran. La Navy prit cela si au sérieux qu'elle détruisit des appareils et des composants au lieu de les stocker dans le cimetière d'avions de la base aérienne de Davis Mountain, où ils auraient théoriquement pu être récupérés. C'était une mesure extraordinaire, un acte de destruction délibéré visant spécifiquement à empêcher l'Iran de maintenir ses Tomcat en vie. Au début des années 2020, les estimations concernant la flotte opérationnelle de F-14 iraniens avaient fortement diminué. Les analystes de l'aviation ayant accès à l'imagerie satellite, ainsi que les observateurs de l'armée de l'air iranienne qui suivaient les exercices et les apparitions lors de meetings aériens, convergeaient vers un chiffre bien inférieur aux 79 d'origine. Tom Cooper, l'un des plus grands spécialistes mondiaux des forces aériennes du Moyen-Orient, estimait qu'à peine une dizaine de F-14 étaient encore réellement opérationnels au milieu des années 2020. D'autres avançaient un nombre encore plus faible. Certains soutenaient que ce qui ressemblait à des appareils opérationnels sur les images satellites n'était en réalité que des leurres en bois, une tactique classique de tromperie placée sur les bases aériennes pour donner l'impression que l'armée de l'air iranienne était plus forte qu'elle ne l'était réellement. L'inventaire véritablement opérationnel suggérait plusieurs sources, pouvait se compter sur les doigts d'une seule main. Le radar AN/AW, jadis atout suprême du Tomcat, était presque certainement dégradé après des décennies sans maintenance d'usine. Le système d'aile à géométrie variable, merveille de l'ingénierie des années 1970, nécessitait une attention constante pour fonctionner correctement. Les moteurs TF30, des moteurs qui avaient déjà été problématiques à l'état neuf, avec une tendance au décrochage de compresseurs lors des manœuvres agressives, fonctionnaient bien au-delà de toute durée de vie prévue. Les F-14 iraniens n'étaient plus, selon l'évaluation de la plupart des analystes, que l'ombre de ce qu'ils avaient été, importants sur le plan psychologique, puissants sur le plan symbolique, et beaucoup plus incertains sur le plan opérationnel. Puis vint 2026. Les événements qui menèrent à ce que les historiens militaires appelaient déjà l'opération Epic Fury commencèrent en janvier 2026, lorsque les forces de sécurité iraniennes menèrent une répression brutale contre les plus grandes manifestations que le pays avait connues depuis 1979. Des milliers de civils furent tués. Les images qui émergèrent choquèrent le monde entier. Le président américain Donald Trump, observant depuis Washington, lança des avertissements qui passèrent rapidement d'un langage ferme à des menaces militaires explicites.
En coulisses, le plus grand déploiement militaire américain au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak en 2003 était déjà en cours. Les porte-avions américains se déplaçaient, des plans de frappe étaient préparés, les données de ciblage étaient affinées. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancèrent des frappes aériennes coordonnées contre l'Iran dans une attaque surprise qui prit l'armée iranienne presque complètement au dépourvu. Les frappes visèrent des infrastructures militaires, des installations gouvernementales, des centres de commandement et de contrôle, ainsi que la direction iranienne. Le guide suprême Ali Khamenei fut tué. L'armée iranienne, malgré toutes ces préparations en vue d'un éventuel conflit avec les États-Unis et Israël, fut frappée plus durement et plus vite qu'elle ne l'avait anticipé. L'Iran répondit immédiatement et avec férocité. Des missiles balistiques et des drones s'abattirent sur Israël et sur les bases américaines dans tout le Moyen-Orient. Puis l'Iran fit quelque chose qui envoya une onde de choc sur les marchés mondiaux des matières premières et dans le transport maritime international. Il ferma le détroit d'Ormuz. Ce goulet d'étranglement étroit par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole fut effectivement fermé. Les conséquences économiques furent immédiates et sévères. Les prix du pétrole s'envolèrent. Les compagnies maritimes commencèrent à détourner leurs navires par le cap de Bonne-Espérance, ajoutant des semaines et des coûts énormes à chaque traversée. L'économie mondiale en ressentit les effets en quelques jours. Pour l'armée de l'air iranienne, les premiers jours de ce qui allait devenir la guerre d'Iran de 2026 furent catastrophiques. Les frappes contre les bases aériennes iraniennes furent précises et incessantes. L'imagerie satellite des jours qui suivirent les premières attaques raconta une histoire dévastatrice. À l'aéroport international Shahid Beheshti d'Ispahan, l'une des principales bases des appareils les plus précieux de l'Iran, les images montrèrent une destruction d'une ampleur que les analystes aéronautiques eurent du mal à pleinement mesurer. Au moins 3 Grumman Squatters Tomcat furent confirmés détruits. 9 Changdou Sept avaient disparu. Le tarmac était criblé de cratères, les hangars s'étaient effondrés, et l'infrastructure qui avait permis à ces avions de survivre à des décennies d'embargo et d'isolement, les ateliers, les réserves d'outillage, les installations de maintenance étaient détruites. Et cela ne représentait que les dégâts confirmés et vérifiés par satellite sur une seule base au cours des premiers jours. À mesure que l'opération Epic Fury s'intensifiait en mars 2026, les frappes contre la puissance aérienne iranienne devinrent de plus en plus systématiques. Les forces israéliennes, opérant aux côtés des appareils américains et s'appuyant sur un renseignement accumulé depuis des années, savaient où se trouvaient les avions iraniens. Elles savaient quels appareils étaient réels et lesquels étaient des leurs. Elles savaient quel hangar abritait des cellules opérationnelles et lesquels étaient vides. La précision du ciblage était, selon plusieurs récits, extraordinaire. À la mi-mars, les forces israéliennes affirmaient avoir détruit plusieurs F-14. Tom Cooper, toujours sceptique, repoussa publiquement cette lecture. Une partie de ce que les Israéliens nous ont montré à propos de la destruction des Tomcat iraniens est absolument composée à 100% de l'or en bois, déclara-t-il à NPR. Son argument était recevable. L'Iran avait des antécédents documentés en matière d'utilisation de l'heure pour compliquer le ciblage ennemi. Mais Cooper reconnaissait également qu'à peine une dizaine de F-14 étaient opérationnels au début du conflit. Que les appareils visibles dans les images de frappe aient été réels ou faux, la flotte opérationnelle de F-14 était, selon toute évaluation réaliste, terminée. La publication de Défense 945 s'appuyant sur les résultats des frappes et les évaluations d'analystes se montrait catégorique dans sa conclusion. L'armée de l'air iranienne, écrivait-elle, se trouvait à son point le plus bas de toute l'histoire de la République islamique, avec moins d'avions de guerre fonctionnels qu'à n'importe quel moment depuis 1979. La flotte de F-14, qui avait survécu à la Révolution, survécu à la guerre Iran-Irak, survécu à des décennies d'embargo et survécu au retrait de tous les autres F-14 de la planète, avait finalement atteint sa fin. Ce n'était pas une fin dans un embrasement de combat aérien. Ce n'était pas l'histoire de Tomcat tombant au combat, affrontant des F-35 et des F-15, dans le ciel du golfe Persique. La fin de la flotte iranienne de F-14 fut plus sombre et plus banale que cela.
Les appareils furent détruits dans leur hangar, sur leurs aires de stationnement, par des munitions de précision. Ils n'eurent jamais la moindre chance d'esquiver. C'était une flotte détruite non par un chasseur supérieur, mais par la logique implacable de la guerre moderne de frappe de précision, qui punit toute armée de l'air incapable de mettre ses appareils en l'air assez vite. Alors que l'histoire du F-14 s'achevait au sol, un tout autre drame se jouait dans le ciel au-dessus du détroit d'Ormuz. Et c'est là que l'Addix Warthog entre dans l'histoire d'une manière que personne n'avait prévue. L'Addix Thunderbolt 2, le Warthog, comme l'appellera tout soldat américain, ayant déjà entendu son canon Gaowitt Avenger entrer en action, n'est pas un appareil glamour. Il n'est pas rapide, il n'est pas furtif. Ce n'est pas le genre d'avion qui apparaît dans les blockbusters avec une allure élégante et menaçante. Il donne plutôt l'impression que quelqu'un a boulonné un canon massif sur un appareil, puis ajouté des moteurs ensuite parce qu'il fallait bien que quelque chose le fasse avancer. Il est laid de la manière dont seules les choses véritablement fonctionnelles peuvent être laides. Il a été conçu au début des années 1970 pour détruire des chars soviétiques dans une guerre terrestre en Europe qui, heureusement, n'a jamais eu lieu. Et pendant des années, l'armée de l'air des États-Unis a tenté de le retirer du service en arguant qu'il était trop lent, trop vulnérable et trop coûteux à entretenir pour les exigences de la guerre moderne. Le Warthog en décida autrement. Lorsque la guerre d'Iran de 2026 éclata et que l'Iran ferma le détroit d'Ormuz, l'armée américaine fut confrontée à un problème tactique immédiat et sérieux. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGCN, se préparait depuis des années exactement à ce scénario. Elle avait accumulé des essaims d'embarcation, d'attaques rapides, de petits hors-bords agiles armés de missiles, de roquettes et de torpilles, capables de submerger des navires plus gros et d'opérer dans les eaux peu profondes et encombrées du détroit, là où les moyens navals plus lourds peinaient. Elle avait déployé des mines. Elle était prête à rendre le passage par le détroit d'Ormuz extraordinairement dangereux pour quiconque tenterait de l'emprunter. Face à ce type de menace, des cibles de surface petites, rapides et nombreuses dans un environnement maritime confiné, le F-35 n'est pas la meilleure option. Le F-15 non plus. Ce qu'il faut, c'est un appareil capable de voler bas et lentement, de rester longtemps au-dessus de la zone cible, d'encaisser des coups tout en continuant à voler et d'emporter des armes idéales pour engager de petites cibles de surface rapides. Ce qu'il faut, autrement dit, c'est un Addix. Le général Dan Kane, président du comité des chefs d'état-major interarmés, confirma le 19 mars 2026 ce que le monde de l'aviation observait avec un mélange d'étonnement et de satisfaction. L'Addix Warthog, annonça-t-il, était désormais engagé sur le flanc sud et traquait puis détruisait des embarcations d'attaque rapide dans le détroit d'Ormuz. Des hélicoptères d'attaque Apache appartenant aux forces américaines et alliées opéraient également dans la zone, mais le Warthog était la pièce maîtresse de la campagne d'interdiction maritime. Les chiffres qui suivirent furent vertigineux. Au moment où Kane fit son annonce, les Addix et les appareils d'appui avaient déjà détruit plus de 120 navires iraniens. 44 poseurs de mines avaient disparu. La stratégie d'essaim soigneusement préparée par la marine des gardiens de la Révolution était en train d'être démantelée embarcation après embarcation par un avion dont l'armée de l'air essayait de se débarrasser depuis une décennie. L'analyse d'un 945 décrivait ce qui se passait dans des termes qui auraient semblé absurdes quelques années plus tôt. L'Addix, écrivait-elle, était devenu un prédateur apex économique dans l'environnement post-défense aérienne au-dessus du détroit d'Ormuz. Dans un conflit de haute intensité entre puissances comparables, le Warthog serait effectivement une cible lente pour des défenses aériennes sophistiquées, mais dans les conditions spécifiques de la campagne du sud d'Ormuz, où les frappes américaines et israéliennes avaient dégradé une grande partie de l'infrastructure conventionnelle de défense aérienne iranienne. Le temps de présence de l'Addix, sa robustesse, ainsi que la puissance dévastatrice de son canon et de ses missiles, le rendaient particulièrement adapté à cette mission. Le canon Gaowitt Avenger, qui donne à l'Addix son bruit si particulier, un bruit que des soldats américains en Irak et en Afghanistan décrivent comme le plus beau son qu'ils aient jamais entendu, tire des obus de 30 mm à uranium appauvri à une cadence de près de 4000 coups par minute.
contre une embarcation d'attaque rapide, même une brève rafale de ce canon est pratiquement mortelle. Ajoutez des missiles AGM, 6-5 Maverick et des roquettes guidées laser APKWS, et l'ADIX devient une solution complète au problème des embarcations de l'IRGC opérant dans les eaux resserrées du détroit. Mais le détroit d'Ormuz, en 2026, n'était pas un environnement bénin. L'Iran avait encore des crocs. Le 3 avril 2026, lors d'une journée déjà catastrophique pour les opérations aériennes américaines, une journée qui vit aussi un Quincy Strike Eagle de l'US Air Force être abattu au-dessus de l'Iran après avoir été touché par un missile tiré depuis l'épaule, un ADIX Warthog fut touché près du détroit d'Ormuz. Les détails exacts de ce qui s'est passé restent quelque peu flous, les versions iraniennes et américaines divergeant fortement. Les médias d'État iraniens affirmèrent que leurs forces de défense aérienne avaient abattu l'appareil à l'aide d'un missile solaire et diffusèrent une vidéo qu'ils présentaient comme montrant l'engagement. Les États-Unis confirmèrent qu'un ADIX s'était écrasé, confirmèrent que le pilote s'était éjecté et confirmèrent ensuite que ce pilote avait été secouru. Les responsables américains contestèrent la version iranienne sur la manière dont l'appareil avait été perdu, au moins une source ayant déclaré à Fox News que les informations selon lesquelles l'avion avait été abattu par les forces iraniennes n'étaient pas exactes. Le Wall Street Journal rapporta que l'appareil ne s'était pas écrasé sur le territoire iranien. Ce qui fait pas débat, c'est qu'au 3 avril, les États-Unis perdaient des appareils. La perte du F-15 fut confirmée. Un membre d'équipage fut secouru après une opération de recherche et de sauvetage extraordinairement risquée, qui marqua la première fois que des militaires américains étaient connus pour opérer au sol à l'intérieur de l'Iran. Le sort du second membre d'équipage demeurait incertain alors que les opérations de sauvetage se poursuivaient. 2 hélicoptères militaires américains impliqués dans la mission de recherche et de sauvetage furent touchés par des tirs iraniens. L'Iran offrit une prime pour la capture des équipages américains. La guerre, malgré les affirmations de Trump quelques jours plus tôt, selon lesquelles les États-Unis avaient battu et complètement décimé l'Iran, était loin d'être terminée. Dans l'univers médiatique de Trump, la victoire avait manifestement été proclamée avant même que la réalité n'ait fini de compter les épaves. La réaction de Trump fut fidèlement escalatoire. Il menaça de bombarder l'Iran jusqu'à le renvoyer à l'âge de pierre si aucun accord n'était conclu, un accord qui inclurait la réouverture du détroit d'Ormuz. Il menaça les ponts iraniens, il menaça ses centrales électriques. Des experts du contrôle des armements et d'anciens secrétaires à la défense avertirent publiquement que viser des infrastructures civiles pourrait constituer des crimes de guerre. L'Iran, de son côté, refusa de négocier un cessez-le-feu temporaire, exigeant à la place une fin permanente du conflit. Son président du Parlement formula des menaces voilées au sujet du détroit de Bab el-Mandeb, l'autre point d'étranglement critique reliant la mer Rouge à l'océan Indien, où les supplétifs Houthis de l'Iran au Yémen avaient déjà démontré leur capacité à menacer la navigation. C'était la formule Trump dans toute sa familiarité, une rhétorique plus forte, une stratégie plus mince. Au début d'avril, l'Iran avait confirmé quelque chose que Trump avait publiquement nié comme étant possible. Il avait abattu plus de 15 drones américains MQ-9 Reaper. Il avait frappé plusieurs hélicoptères militaires américains. Il avait abattu le F-15 avec un missile tiré depuis l'épaule, une arme portable, et non un système sophistiqué guidé par radar, démontrant que même avec une infrastructure conventionnelle de défense aérienne dégradée, l'Iran conservait la capacité de menacer les appareils américains par des moyens asymétriques. Trump lui-même, dans un moment de franchise qui allait à contre-courant de son propre récit, reconnut la persistance du problème. Interrogé sur le détroit d'Ormuz, il admit « On peut les sonner, mais pour fermer le détroit, il suffit d'un seul terroriste ». Un cessez-le-feu négocié par le Pakistan entra en vigueur le 8 avril. Il était fragile dès le départ. L'Iran refusa de rouvrir le détroit, accusant la poursuite des frappes israéliennes. Les discussions de cessez-le-feu à Islamabad s'effondrèrent. Le 13 avril, Trump annonça un blocus naval de l'Iran.
La situation, au moment de cet enregistrement, restait profondément instable, avec d'énormes conséquences pour les marchés mondiaux de l'énergie, le transport maritime international et l'architecture de sécurité plus large du Moyen-Orient. Dans la version théâtrale des événements selon Trump, un blocus peut sembler total bien avant que la géographie n'accepte de coopérer. Et quelque part, au milieu de tout cela, quelque part, dans ce moment extraordinaire, chaotique, historique, le dernier F-14 Tomcat iranien s'est tu. Il vaut la peine de s'arrêter un instant pour mesurer ce que cela signifie. Le F-14 Tomcat n'est pas un avion comme les autres. C'est l'un des rares appareils pouvant véritablement revendiquer le statut d'icône, une machine dont la silhouette est immédiatement reconnaissable pour des gens qui n'ont jamais mis les pieds près d'une base aérienne de leur vie, qui ne savent rien des rapports poussée-poids, des sections efficaces radar ou des ailes à géométrie variable. Le F-14 est apparu dans Top Gun en 1986 et est devenu un phénomène culturel du jour au lendemain. Son aile mobile, se rabattant spectaculairement à mesure qu'il accélérait vers des vitesses supersoniques, lui donnait une allure sans équivalent dans le ciel. Son cockpit biplace en tandem, avec le pilote et l'officier d'interception radar, travaillant en binôme dans une relation presque cinématographique, lui donnait une dimension humaine que la pure technologie atteint rarement. L'Iran fut le seul pays, en dehors des États-Unis, à avoir jamais exploité le F-14. Ce seul fait est extraordinaire. Un système d'armes si avancé que, en 50 ans d'existence, seules 2 nations sur Terre ont été jugées assez dignes de confiance pour l'utiliser ou ont pu l'acquérir. Et les circonstances de l'acquisition iranienne, le Shah, les milliards de dollars, la géopolitique de la guerre froide, la révolution qui a tout bouleversé, rendent cette histoire encore plus remarquable. Pendant près de 5 décennies après la Révolution, le F-14 occupa une place centrale dans l'identité militaire iranienne d'une manière qui dépassait largement sa capacité opérationnelle réelle. Il prouvait que l'Iran avait autrefois été jugé digne de recevoir ce que le monde avait de mieux. Il prouvait que les pilotes et ingénieurs iraniens pouvaient maintenir opérationnel un système d'une complexité extraordinaire dans des conditions pour lesquelles ce système n'avait jamais été conçu. C'était un symbole de capacité nationale, de défi, d'une relation avec l'Amérique qui avait jadis été assez étroite pour que Washington remette à l'Iran les clés de son joyau de la couronne. À présent, ce symbole a disparu. Tom Cooper, qui étudie la puissance aérienne iranienne depuis des décennies, avec un niveau d'attention supérieur à presque tout le monde hors du pays, estime que la perte est en grande partie symbolique sur le plan opérationnel. Il a raison de dire que les F-14 iraniens déclinaient depuis des années. Il a raison de dire que la flotte opérationnelle, au moment où l'opération Epic Fury a commencé, ne représentait plus qu'une fraction de ce qu'elle avait été. Il a raison de dire que le radar AW9 était presque certainement dégradé, que les missiles Phoenix étaient depuis longtemps inutilisables et que les appareils volants encore en 2026 n'avaient plus rien à voir avec les machines de pointe que le Shah avait acquises en 1966. Mais les symboles comptent. Ils comptent d'une manière que l'analyse purement militaire peine souvent à saisir. Le F-14 iranien n'était pas seulement une plateforme d'armes. C'était une histoire d'ambition, de géopolitique, de révolution et de survie. Une histoire de ce qui se produit lorsqu'une nation refuse d'abandonner quelque chose, même quand toutes les forces extérieures la poussent à y renoncer. Une histoire d'ingénieurs et de pilotes maintenant, l'impossible grâce à l'ingéniosité, à la détermination et à la fierté nationale. Cette histoire est désormais terminée. Et la manière dont elle s'est achevée, non pas dans le type d'engagement aérien dramatique que l'histoire du F-14 semblait promettre, mais dans la logique froide et précise de frappe aérienne de précision sur des aérodromes et des aires de stationnement, dit quelque chose d'important sur la nature de la guerre moderne. Elle dit qu'une présence dans un hangar n'est pas la même chose qu'une présence dans le ciel. Elle dit que la puissance symbolique d'un système d'armes et sa puissance opérationnelle ne sont pas toujours identiques. Et elle dit qu'à l'ère de la surveillance satellitaire et des munitions guidées de précision, la décision de l'endroit où l'on gare ses avions constitue en soi un choix stratégique de vie ou de mort. L'A-10, pendant ce temps, a obtenu un sursis, un appareil que l'armée de l'air des États-Unis était déterminée à retirer du service en 2026, que les dirigeants de l'Air Force avaient publiquement décrit comme coûteux,
difficilement maintenable et inadapté au combat moderne, a prouvé sa valeur dans le ciel, au-dessus du détroit d'Ormuz, d'une manière que personne dans les bureaux chargés de planifier son retrait n'avait réellement anticipé. Trump annonça que la garde nationale aérienne du Michigan, qui devait perdre ses ADIX, serait rééquipée avec des F, un 5EX. L'ensemble de la flotte d'ADIX reçut un sursis jusqu'en 2029. Et le Warthog, laid, peu glamour, brillant, cet avion que les fantassins en Irak et en Afghanistan appelaient un ange dans le ciel, ajouta un nouveau chapitre à une légende qui était censée être terminée. Que va-t-il se passer ensuite dans le détroit d'Ormuz, en Iran, dans l'ensemble du Moyen-Orient? À ces questions, on continue encore d'apporter des réponses. La guerre a provoqué ce que les économistes qualifient de pire perturbation de l'approvisionnement pétrolier depuis la crise énergétique des années 1970. Le coût pour l'armée américaine, à la mi-mars, était estimé à 18 milliards de dollars et augmentait rapidement. Une demande du Pentagone pour 200 milliards de dollars supplémentaires suivit peu après. Le coût pour les nations arabes de la région dépassait 120 milliards de dollars à la fin du mois de mars. L'évaluation du gouvernement iranien lui-même situait les dégâts pour son économie à au moins 300 milliards de dollars, certaines estimations approchant le trillion. Ce sont des chiffres qui redessinent la géopolitique, des chiffres il faudra des années, peut être des décennies pour comprendre pleinement, mais au milieu de tout cela, au milieu de la géopolitique, de l'économie, de la stratégie militaire et de la tragédie humaine d'un conflit qui, à l'heure actuelle encore, coûte des vies, il existe une histoire plus petite, plus silencieuse, qui mérite d'être racontée avec soin et avec une certaine forme de respect. Quelque part, en Iran, un Quatorze Tomcat a disparu. Il n'a pas atterri, il n'a pas été stocké, il n'attend pas dans un hangar, un avenir qui ne viendra peu, être jamais, il a disparu. Et avec lui, l'un des chapitres les plus extraordinaires de l'histoire de l'aviation militaire. Un chapitre écrit à l'ombre de la guerre froide, poursuivi à travers la Révolution, l'embargo et la guerre, soutenu par l'ingéniosité et l'obstination bien au-delà de toute espérance raisonnable de survie, est arrivé à sa dernière page. Le dernier Tomcat s'est tu, après 50 ans, après tout cela, le dernier Tomcat s'est tu. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.